Bonjour, je vous salue, moi c'est Tomek Niewiadomski et voici la moto Morini X4 700 qui vous accueille. Une moto qui, à ma grande surprise, connaît un énorme succès, une immense popularité. Il y a énormément de questions à propos de cette machine et les gens veulent vraiment l'essayer. À ma grande surprise, non pas parce que cette machine ne m'a pas plu, mais parce qu'une chose me questionne. En général, c'est une moto, disons, de la catégorie aventure, mais pour moi, elle s'apparente davantage à un crossover parce que, vous savez, en théorie, les suspensions sont seulement légèrement surélevées. Une roue de 19 pouces à l'avant. Les capacités tout-terrain de cette moto sont modestes, ce dont je parlerai aussi en évoquant l'expérience de conduite. Les paramètres du moteur ne sont théoriquement pas non plus surprenants, car on a ici 70 chevaux, 68 Nm, et c'est un bloc très proche de celui qu'on trouvait dans la Kawasaki ERCN. Mais ici, il s'agit d'un moteur réalisé à près de 700 cm3. Bien sûr, ce n'est pas un moteur jumeau, mais il est basé sur celui de Kawasaki, donc là non plus, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas non plus de gadget technologique, car côté électronique, on a simplement l'ABS, qui fonctionne en collaboration. L'ABS est signé Bosch, le système de freinage est Brembo, donc rien de surprenant, mais c'est du solide. De la même façon, la suspension Marzocchi à l'avant n'a rien de surprenant, mais elle est de bonne qualité, et à l'arrière, si je me souviens bien, c'est probablement une Kayaba plus simple. Par contre, je ne mettrai pas ma main à couper, il n'y a aucun emblème sur cet amortisseur, du moins je n'en ai pas vu. Donc, au moins visuellement, c'est peut-être un peu une aubaine pour Kayaba. La suspension est réglable à l'avant. Nous disposons de la précharge, du rebond et de la compression du ressort. Alors, encore une fois, c'est bien, mais rien de spécial, alors peut-être quelques curiosités technologiques en matière de gadgets. Eh bien non. Il y a une caméra, et la caméra est déjà assez populaire aujourd'hui, surtout sur les motos chinoises. Une tablette? Oui, il y en a une. Apple CarPlay ou Android Auto? Non, il n'y en a pas. Donc en général, vous regardez vous-même cette moto et vous voyez qu'elle n'a pas l'air ennuyeuse. Mais d'un autre côté, elle n'a pas non plus l'air particulièrement tapac sans grave l'œil. Elle est convenable à tous points de vue, mais elle ne se distingue en rien. Donc je me demande, je suis curieux de savoir d'où vient une telle popularité, parce qu'en fait, au début, j'ai entendu parler de cette popularité par l'importateur, car quand j'ai essayé de réserver cette moto, c'était vraiment difficile de trouver une place dans le calendrier, parce que cette moto roule tout le temps, même s'il n'y a que 2 ou 3 modèles de test dans le parc presse polonais. Mais en effet, j'ai regardé sur Facebook, dans les groupes et tout ça. Tout le monde parle de cette moto, tout le monde pose des questions à son sujet, donc c'est intriguant. Cependant, j'ai une petite théorie qui explique un peu d'où pourrait venir un tel engouement pour cette moto. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il ne s'agit pas du fait qu'il y ait quelque chose qui cloche avec cette moto. Je me demande simplement pourquoi une moto qui ne se distingue pas particulièrement, que ce soit par ses capacités ou ses caractéristiques, suscite un tel engouement. Parce qu'en général, c'est la même catégorie que la Suzuki V-Strom, la Kawasaki Versys 650, la Yamaha Tracé 7sense, la Benelli TRK 702 ou la Vosch DSX 650 si je me souviens bien du nom. C'est à peu près ce segment de moto. Un segment qui est bourré à craquer de motos qui se ressemblent en termes de performance, qui ont des caractéristiques proches, mais qui ne sont pas forcément similaires en termes de prix. Parce que si l'on parle de la concurrence japonaise, elle est en moyenne 10 000 plus chère que la moto Morini X-Cap 7sense, car la moto Morini coûte, de base, 33 900. Et c'est l'une des choses, je pense, qui suscite autant d'intérêt, parce qu'en arrondissant à 34 000, on a une moto qui, eh bien, n'est déjà plus une micro-moto pour le permis A2. Je veux dire, une personne grande, moi par exemple avec 1,83 m, j'ai ici pas mal de place. En général, la position est telle que, quand tu montes sur cette moto,
Tu t'y enfonces et tu sens que tes bras sont plus tendus. D'ailleurs, je vais monter dessus, comme ça vous verrez. Tu sens que tes bras sont un peu plus tendus. Il y a encore beaucoup de place pour les jambes. Elles ne sont pas particulièrement repliées. Ce n'est pas une position de chopper où tu as les jambes complètement droites, mais elles restent confortables. Les jambes reposent de façon naturelle. Quand tu poses tes mains sur le guidon, elles sont aussi placées naturellement. Le dos est également droit, donc la position est vraiment agréable. Les dimensions de cette moto ne sont pas non plus effrayantes, mais elles ne sont pas petites non plus, donc peut-être que cet équilibre est la clé de la popularité de cette moto. D'autant plus qu'elle n'est pas particulièrement lourde, mais pas spécialement légère non plus. 213 kg de poids à vide, sous cette appellation mystérieuse, il s'agit probablement du poids à sec. Le réservoir fait 18 litres, donc, plat à ras-bord, on arrive à environ 230 kg. Donc vous voyez, à tous les niveaux, c'est bien. Ce n'est ni trop, ni pas assez. Juste au milieu. Mais parlons du prix. Le prix est très attractif. Ce qui est aussi attractif, c'est la façon dont cette moto a été fabriquée, car vraiment, sous tous les angles, où que tu regardes. La seule chose, et si c'est ce genre de détail qui te saute aux yeux, c'est que le reste doit vraiment être impeccable. La vis de la tête de cadre. L'écrou est moche et c'est la seule chose que j'ai pu trouver à redire. Vous voyez, un truc un peu grossier à la chinoise. Parce que oui, Moto Morini est désormais une marque chinoise. Ici, il y a même sur le cadre un autocollant fier qui dit Hongo Morini et Agel. Parce que les Chinois, comme ils ont la production mais pas de marque, ils aiment bien racheter des marques italiennes ces derniers temps. Parce que Moto Morini, malheureusement, a fait faillite en 2010. Malheureusement. Comme beaucoup de marques italiennes, en fait. C'est dommage, vraiment dommage, parce qu'ils avaient des motos intéressantes, même si c'est un peu le même cas que Benelli. Intéressant, vraiment intéressant. Mais il n'y avait aucun réseau de service, aucun réseau de vente de pièces détachées, et même la fiabilité était plutôt discutable. Donc Moto Morini a un nouveau départ, et ce nouveau départ se fait sous la forme de motos de tourisme, et non plus de sportive ou de power naked comme avant. Et donc, pour revenir à nos moutons, 34 000 zloty. Une moto très bien finie. Tout est vraiment soigné et surtout, elle a de l'allure. Je ne peux pas vraiment vous dire si cette moto me plaît ou pas. Je ne dirais pas qu'elle est moche, je ne dirais pas qu'elle est belle, mais c'est sûr qu'elle est intéressante pour ce segment parce qu'elle a un look différent. Elle ne ressemble pas à toutes les autres motos de ce type. Regardez, la ligne est dessinée de façon plus dynamique. Ça rend super bien sur les photos qu'on a faites avec Michal pour le magazine, parce que quand tu prends un virage et que tu es légèrement penché, c'est comme si tu étais parallèle à cette ligne de la moto. C'est assez original, il faut le reconnaître. Le design de cette moto est réussi. Les phares avant full LED font aussi leur effet. Et je pense que dans l'ensemble, petit à petit, goutte après goutte, tout cela fait que cette moto peut vraiment susciter la curiosité. Et une fois qu'elle a éveillé la curiosité, quelle est l'impression? Est-ce que cette curiosité retombe ou pas? Globalement, je ne peux pas dire que cette moto m'ait déçu d'une quelconque manière. Comme je l'imaginais, elle offre exactement ce à quoi tu t'attends. Elle est confortable. Comme je l'ai mentionné, la position est sympa. On est vraiment détendu dessus. On peut rouler longtemps. La selle, là, je recommande vraiment un essai parce qu'en théorie elle est moelleuse, mais sa forme ne conviendra pas à tout le monde. Personnellement, si c'était ma moto, je crois que je la façonnerais un peu différemment parce qu'elle me faisait glisser vers l'avant, ce qui. Les gars, vous voyez sûrement de quoi je parle, je ressens de l'inconfort à l'endroit où je m'y attends le moins. En ce qui concerne la conduite, c'est un peu mitigé. Quand j'ai récupéré cette moto, j'ai enregistré une petite vidéo pour mon Instagram parce qu'en fait, au moment où je l'ai prise, je n'en savais absolument rien et je ne voulais même pas me renseigner. Je veux dire, je ne savais pas combien elle coûtait, je ne savais pas combien elle avait de puissance, et ainsi de suite. Je savais que cette moto existait,
Je savais que c'était une 700, mais je ne savais pas d'où venait son moteur, et ainsi de suite. Ce n'est qu'ensuite que j'ai commencé à m'y intéresser de plus près et que j'ai fait un test de mon sixième sens de motard. Est-ce que je devinerais, après ces 15 ou 20 premiers kilomètres, à peu près quelles sont les caractéristiques de cette moto? Et là-bas, j'ai dit qu'en termes de couple, elle avait 40 Nm. Bon, d'accord, j'ai peut-être un peu sous-estimé, mais on ne sent clairement pas les 68 Nm annoncés. On ne le sent pas parce que ce moteur n'a pas beaucoup de répondants à bas régime. Il est comme ça, je veux dire, il avance, il se déplace, il bouge, il fait juste avancer la moto. Il fait un genre de bulle, et vers 4000 tours, tu sens comme si un autre petit hamster venait d'être mis à tourner la manivelle, et c'est seulement à partir de 6000. Mais c'est plus comme un petit déclic, vous voyez, et c'est seulement à partir de 6000 que ce moteur commence vraiment à prendre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il aime les régimes moyens et élevés, il ne vibre pas particulièrement parce que les vibrations n'apparaissent en fait que dans une seule plage, entre 5 et 6000 tours. Et ce sont les seules vibrations que l'on retrouve dans ce moteur. Par contre, les sensations auditives, le son, sont plutôt moyens. Mais il faut reconnaître que, une fois qu'on dépasse les 6000 tours, cette moto avance vraiment bien. Même si ce moteur est très proche de celui du Kawasaki Versys 650, on ne ressent pas vraiment l'ADN Kawasaki dans sa caractéristique. C'est plutôt tout simplement un moto Morini X-Cap Sepsense. Je ne chercherai pas ici à retrouver la personnalité d'un Kawasaki. Le Kawasaki était plus fluide, il repartait mieux à bas régime, mais il n'y a pas cette transition entre les bas, moyens et haut régime. La caractéristique ici est vraiment différente. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Là, chacun devrait essayer par lui-même pour voir si une telle différence de caractère vaut 10 000 de plus. Malgré la parenté étroite avec Kawasaki, la boîte de vitesse ne fonctionne pas vraiment comme sur les motos japonaises. Elle est assez dure. Les rapports passent de manière assez rugueuse. Cependant, il n'y a pas de problème de rapport qui saute ou de faux points morts. C'est précis, mais ferme. Il faut lui reconnaître cela. Elle n'aime pas vraiment les changements de vitesse rapides et très dynamiques. En revanche, chacun des 6 rapports est bien choisi. Les 3 premiers rapports sont parfaits pour la ville. En 6e, le régime moteur reste assez bas. Agréable et confortable pour des vitesses de croisière. En ville, il n'est pas nécessaire de jouer sans cesse avec les vitesses, même si le couple à bas régime n'est pas particulièrement puissant. À part le fait que la boîte est un peu rugueuse, elle reste vraiment agréable et correcte. Tout est aussi bien intégré ici, c'est sympa. Je veux dire, j'imagine qu'au moment de l'entretien, ce ne sera pas très pratique, mais tout cela a vraiment l'air très soigné. Un autre truc sympa, c'est que la béquille centrale est déjà fournie de série. En général, même si cette moto est simple, elle est équipée, vraiment équipée de façon très correcte. Il y a la béquille centrale, des capteurs de pression des pneus et cette petite caméra qui sert de dashcam. Par contre, je crois qu'il faut se connecter à une application pour ça. Pour être honnête, je ne me suis pas connecté parce que comment pourrais-je me connecter à chaque moto? Je ne sais pas, toutes ces applications sur les motos chinoises demandent un accès complet au téléphone. Ça ne me tente pas trop de le faire. À propos de la suspension, en dehors du fait que c'est du Marzocchi, on peut dire une chose de plus, elle fonctionne vraiment de façon qualitative. Le début du débattement est plutôt correct et dans l'ensemble, cette suspension n'est pas tant rigide que compacte. Le début du débattement n'est pas mou comme un canapé, mais il absorbe bien les irrégularités comme les bouches d'égout ou les nids de poules. Par contre, à peu près à mi-course, il devient vraiment agréable, avec un bon amortissement. Donc, si vous tombez dans un plus gros trou, il n'y a pas de souci non plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des capteurs de pression des pneus, mais c'est juste une remarque en passant. Mais pour revenir à la suspension, elle maintient vraiment bien cette moto sous contrôle. L'arrière non plus, d'ailleurs, n'est pas mou comme un canapé. C'est quelque chose que j'aime sur cette moto, parce qu'elle réagit vraiment de façon compacte, elle est bien en main. Elle obéit à nos commandes. Et qu'est-ce qui est encore sympa avec ce moteur? C'est qu'il roule tranquillement jusqu'à des vitesses de 150, 160 km/h, sans forcer, sans peiner, sans tourner à des régimes super élevés.
Ce sont des vitesses de croisière confortables, même si la consommation augmente un peu, c'est évident, mais 140, c'est vraiment une vitesse de croisière confortable sur cette moto, où tu sais qu'il te reste encore 20, 30, 40 km à l'heure de marche confortable et tu n'as pas besoin de forcer la moto. Et à ces vitesses, quand tu roules sur cette bécane, c'est aussi sympa parce que tu es plutôt bien protégé du vent. C'est assuré soit par la bulle basse, soit par la bulle haute. On peut d'ailleurs la régler à sa convenance. Le réglage est super facile, théoriquement il est progressif, mais par exemple, l'ajuster en roulant pour la mettre au milieu, c'est pratiquement impossible, donc en pratique, on va dire qu'il y a deux positions, la plus basse et la plus haute. La protection contre le vent est alors tout à fait correcte. Ce n'est pas extravagant, mais c'est vraiment correct. On ne peut pas se plaindre, mon casque ne bouge pas. Je ne ressens pas de pression excessive sur les épaules, donc tout va bien. Ce qui n'est pas bien, par contre, c'est que cette bulle est comme ça. Vous savez comment sont les Chinois? Quand ils fabriquent une bulle, elle n'est jamais vraiment transparente. Elle déforme un peu l'image à certains endroits. À mon avis, c'est dommage, parce qu'une bonne bulle aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose de cher, et si on a une moto qui, à tous les niveaux, est pratiquement bien finie, avec de beaux revêtements, de belles finitions, des soudures qui ont l'air propres, des plastiques qui ont l'air propres. Même Moto Morini a pris soin de petits détails comme ce symbole caractéristique de la marque, le double M, qui a été placé sur les caoutchoucs des repose-pieds. Ils ont pensé à ça, mais ils n'ont pas pensé à mettre une bonne bulle. Là-dessus, c'est moyen. Cependant, il faut aussi reconnaître une chose. Du fait que Moto Morini est déjà une marque reconnue, les accessoires pour ces motos apparaissent aussi plus rapidement. Ce n'est pas comme avec une marque qui démarre de zéro en termes de notoriété, où les pièces et accessoires arrivent avec beaucoup de retard. D'après ce que j'ai vu, il y a déjà des supports pour valises ou des systèmes de bagagerie, que ce soit chez JV ou Shad. En général, il existe déjà quelques accessoires de bagagerie. Je peux me tromper, donc si jamais, je corrigerai ici. J'ai aussi vu une bulle, je ne me souviens plus de quelle marque, mais c'était l'une des marques réputées, que ce soit Puch ou JV, donc de ce côté-là aussi, c'est sympa. Et une fois qu'on a pris de la vitesse, il faudrait bien s'arrêter. Et pour le freinage, comme je l'ai déjà mentionné, c'est Brembo qui s'en charge, couplé à l'ABS de Bosch. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, les Chinois et les Italiens, appelons-les ce collectif, n'ont pas suivi l'exemple de la plupart des autres fabricants chinois qui mettent des étriers visibles, c'est-à-dire des étriers Nissan ou Brembo de marque, parce que ça se voit, mais installent ensuite un maître-cylindre sans marque. Non, ici, ils ont aussi installé un maître-cylindre Brembo. La poignée, c'est cool, parce qu'elle est réglable. Ce n'est pas un maître-cylindre radial, haut de gamme, etc. C'est un maître-cylindre simple et basique, mais c'est du Brembo, et est-ce que ça fonctionne comme du Brembo? Non. Une réponse simple à une question simple. Ça ne fonctionne pas comme du Brembo. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Il y a une tresse en acier ici. Il y a des étriers que je connais bien. Il y a un maître-cylindre que je peux dire que je connais bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on peut dire que je le connais bien et il ne fonctionne pas comme du Brembo, dans le sens où il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ce n'est pas que la puissance de freinage est faible. Ce n'est pas non plus que la sensation de ce frein est mauvaise, parce que tout ça, ça va. Par contre, il y a une première partie de la course du levier de frein où il ne se passe rien. Comme s'il y avait un jeu mort. Un vrai mouvement mort. Et le réglage qui est appliqué ici sur le levier n'aide pas non plus. C'est juste que tu appuies, il ne se passe rien et à un moment donné, d'un coup, ça agit et le frein commence à mordre, tu vois. Vous voyez. Et d'un côté, il n'y a rien de dangereux ici, la puissance de freinage n'est pas faible, etc. Mais ça ajoute un stress inutile à la conduite. Ça me plaît vraiment pas. Il y a du Brembo et tout ça, mais ça ne fonctionne pas comme du Brembo. Autant mettre ici un J-Poix Rouen beaucoup moins cher, qui marcherait mieux. Même si Brembo peut aussi très bien fonctionner. Brembo peut être carrément génial, mais là,
quelque chose n'a pas marché. Je ne sais pas trop ce qui n'a pas marché ici. C'est un peu pareil ici avec le choix des pneus, parce que l'Autorini a mis ici des Pirelli Scorpion Trail STR. En général, j'aime bien ces pneus pour leur polyvalence, leur côté universel et parce qu'ils accompagnent les amateurs d'off-road, ou même pas seulement les amateurs, mais ceux qui découvrent l'off-road ou les touristes tout-terrain en les prenant par la main. Viens, on va te montrer ce qu'on peut faire dans ce terrain. Par contre, la moto ne te montrera pas ce qu'on peut faire dans ce terrain, parce que ce qu'il y a ici, genre une prairie ou autre, c'est le maximum que cette moto puisse faire. Les suspensions avec un débattement de 175 mm ne le permettent pas. La garde au sol de 190 mm ne le permet pas non plus. En plus, la garde au sol, c'est une chose, mais le simple fait que le cadre soit un cadre dorsal classique, ouvert, ne protège en rien le moteur, et en dessous il n'y a que le catalyseur. Donc même si tu tapes quelque part, ou qu'une racine ou une souche te rebondit dessus, ou quoi que ce soit lors d'une sortie hors bitume, c'est directement le catalyseur qui prend. Donc, pour le tout-terrain, cette moto. Ce n'est même pas moyen, il n'est tout simplement pas fait pour le tout-terrain. Acceptons simplement le fait que ce n'est pas parce qu'une moto a une suspension légèrement surélevée et un pneu à crampons pseudo-tout-terrain qu'elle est faite pour le hors-piste. Je sais que dans les médias, il y a eu des tests publiés disant que cette moto était bonne à tout, en parlant de l'ancienne version de la X-Cap 650. Eh bien, c'est tout simplement une évolution de cette 650. Non, cette moto n'est tout simplement pas faite pour le tout-terrain. Si, sur le chemin du retour du travail, tu dois traverser un champ ou une prairie, où tu roules tranquillement, juste pour regarder autour de toi, te détendre, profiter de la verdure. C'est cool, mais non, cette moto n'est tout simplement pas adaptée à une utilisation tout-terrain. C'est ça, ce n'est pas un défaut. En termes simples, toutes les motos n'ont pas besoin d'être utilisées hors route. Si tu veux acheter une moto avec laquelle tu vas t'amuser en tout-terrain, partir sur un TET et surtout prendre du plaisir, alors peut-être qu'elle passera le tout-terrain 10 sur 10, mais il n'y aura pas de fun là-dessus. Ce n'est pas un plaisir, même si le constructeur a intelligemment ajouté ici une extension de la selle. Ça a l'air sympa et c'est censé servir de prise pour les jambes, et c'est vrai qu'avec ça, il est plus facile et plus confortable de serrer avec les jambes, mais non. Laissons tomber le tout-terrain pour cette moto. C'est une moto faite pour le tourisme. C'est une moto pour tous les jours et dans ses deux rôles, elle s'en sort super bien, car elle est agile. Elle s'incline dans les virages exactement comme tu le veux. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment de caractère ou de charisme propre en ce qui concerne la conduite, parce que la tenue de route est très neutre. Tu entres dans un virage, il t'obéit, tu le redresses, tu entres dans le virage suivant, tout en douceur, tu sens juste que l'avant est un peu plus haut, donc il prend une trajectoire un peu plus large. Et c'est la seule caractéristique particulière de cette tenue de route. Sinon, il est extrêmement neutre. C'est une moto du type page blanche, où tu découvres un peu qui tu es, et tu ne demandes pas non plus à la moto d'avoir, Dieu sait, un caractère très affirmé. Et c'est là que ça fonctionne dans le cas de la X-Cap 7Sense. Il tourne facilement, il est surtout stable, et lors des virages, il s'adapte vraiment aux exigences du motard ou de la motard. Peut-être pas tant pour les débutants, mais plutôt pour ceux qui sont posés, qui ne recherchent pas de sensations sportives, qui ne s'attendent pas à ce que, comme sur certaines autres motos italiennes, je pense par exemple à Ducati ou autrichiennes comme KTM, où tu as une conduite très caractéristique, où la moto danse un peu, il y a ce petit frisson et la moto semble vivante. Non. Il file tout droit, d'un côté à l'autre, comme sur des rails. C'est pareil en ville. Se faufiler dans les embouteillages et tout ça. Ok, le guidon est un peu large, en plus il y a les protège-mains. Ça ajoute un peu de volume en largeur, mais tu manœuvres quand même facilement cette moto entre les voitures. C'est tout simplement une moto, comme je l'ai dit, une page blanche. Elle ne se distingue en rien, ni en bien, ni en mal. Elle peut se démarquer pour certains par son look, parce qu'elle a effectivement un style plus intéressant que beaucoup de concurrentes. Elle se distingue un peu des autres motos chinoises par sa finition, car elle est vraiment soignée pour cette gamme de prix, je le souligne, pour cette gamme de prix.
Il faut reconnaître que c'est vraiment sympa ici et que ce sera tout simplement un bon moyen de réaliser ces projets de voyage touristique, à condition qu'ils soient fiables. Ce sera aussi un moyen sûr et rassurant. Plutôt pour des projets continentaux, nationaux. Je ne sais pas comment cela fonctionnerait pour des voyages plus lointains, mais pour du tourisme local, du genre tu pars le samedi ou le dimanche, tu vas quelque part au bord d'un lac ou d'une rivière, tu charges une tente ou autre chose, ça va vraiment très bien marcher et ce sera très agréable. Comme je le disais, si tu t'attends à une moto avec un caractère exceptionnel, quelque chose qui se démarque, eh bien non. Ce n'est rien qui devrait t'intéresser. Et pour être honnête, je ne te propose même pas d'essayer cette moto parce que c'est une moto qui ne se distingue en rien, comme je l'ai mentionné ni en mal ni en bien. Et des motos comme ça, on en a aussi besoin. C'est une moto de tourisme simple, sûre, agréable et jolie, qui ne ruinera pas ton portefeuille, qui, malgré tout, apportera un peu de couleur à ta passion pour la moto, tout en restant sûre pour toi. Elle t'accompagnera aussi pas à pas si tu es débutant. Si tu roules déjà un peu, tu seras sûrement aussi satisfait. À condition, bien sûr, que tu ne recherches pas des sensations ultra fortes. Et je pense que c'est à peu près tout concernant cette moto, parce que, comme je l'ai dit, si une moto ne se distingue pas, combien de temps peut-on en parler? Même si, de toute façon, je parle sûrement déjà trop longtemps de lui. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Dites-moi ce que vous pensez de cette bécane. Selon vous, qu'est-ce qui explique une telle popularité pour cette moto qui, comme je l'ai déjà dit, n'a rien d'exceptionnel à aucun niveau? Merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous. À la prochaine.